d'abord, je ne sais pas si ça vient vraiment de la déforestation et de la manque de territoires aux animaux sauvages. Je pense surtout que ça vient de cette espèce de folie de l'homme de consommer la planète et surtout les animaux sauvages. Et je suis assez en colère contre les Chinois parce que les Chinois, et je le dis franchement, alors je vais dire un mot difficile, mais les Chinois ils font chier, vraiment. Ils ont signé les traités sur le non d'exploitation des animaux sauvages. Il y a des énormes conférences qui se passent en Chine, alors on protège le panda et tout. Mais en fin de compte, sur le fond, ça fait des années qu'ils nous emmerdent. L'ivoire, on sait que c'est la Chine et le Vietnam qui sont les plus gros acheteurs d'ivoire. La corne de rhinocéros, la corne de rhino, attends, c'est les Chinois et les Vietnamiens qui sont responsables de la disparition des rhinos. Et d'ailleurs, en ce moment, comme il n'y a plus de tourisme, il y a encore plus de braconnage. Donc tu vois, c'est pas terrible. Les ailerons de requins, on sait que les requins sont en train de disparaître. Tu vois, tout ça, il y en a marre. Quoi. Il y en a marre. Et le pangolin, alors si cette maladie est venue du pangolin, on a l'impression que tout ce qui est interdit de consommer, on le trouve dans les marmites des Chinois, quoi, dans les casseroles. C'est débile cette histoire. Voilà. Et si tu veux, quelque part, c'est pas normal. Et j'ai fait des jours à une tribune dans le monde en gueulant, quoi. Et personne n'ose le dire, ça, parce qu'on est tellement affolés de déranger les Chinois, de faire peur. Mais il faut le dire carrément, il faut qu'ils arrêtent, quoi. Il faut arrêter de consommer des animaux sauvages. C'est strictement interdit. Surtout qu'il y a des accords internationaux qu'ils ont signés et qu'ils ne respectent pas. Alors en Afrique, la corruption, puis le braconnage, en Afrique, c'est de la survie souvent. Là-bas en Chine, on peut l'interdire, c'est pas un pays très démocratique. On peut, mais là c'est là où la démocratie est pas terrible, c'est qu'on peut arriver en Chine, on pourrait l'interdire, voilà. Sincèrement, les traditions, tu sais, il n'y a pas très longtemps, on brûlait les sorcières, on torturait les gens, il faut arrêter avec les traditions. Il y a des traditions qui sont bonnes, celles qui sont mauvaises. Celle-là, elle est mauvaise, un point, c'est tout. Tu as vu le marché aux chiens en Chine? Il y a une foire aux chiens, où tu vois tous ces chiens entassés dans des... Mais les chiens, de toute façon, avec nos élevages industriels de cochons ou la façon de faire le lait, on est un peu dans le même système. Aujourd'hui, les élevages intensifs sont des nids à virus. Voilà. Moi, je suis végétarien. Je ne suis pas un végétarien, tu vois, compulsif et radical. Ça m'arrive de manger des sardines, ça m'arrive de manger un poulet s'il a bien été élevé, mais extrêmement rarement. Mais l'élevage industriel, d'ailleurs, si on veut faire quelque chose pour la planète, quoi, pour la vie sur Terre, c'est pas pour la planète qu'elle s'en fout de la planète, c'est pour nous. Il faut arrêter de consommer de la viande industrielle. Je suis en train de lire un bouquin de Jonathan Ford qui est formidable, et à la fin, il dit, en fin de compte, c'est des World Watch Institute, qui est un institut américain, mais très sérieux, qui estime que l'élevage industriel, l'agriculture en général, c'est 50% des gaz à effet de serre. 50%. Alors, bien sûr, les énergies fossiles, bien sûr, les énergies renouvelables, mais avant qu'on mette des éoliennes, des panneaux solaires et qu'on réduise les énergies fossiles, ça va être compliqué parce que c'est le sang de l'économie. Mais par contre, la viande, on peut arrêter très vite. Et je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Voilà. Et c'est pas si difficile à faire que ça. D'abord, je suis assez inquiet. Plus inquiet que... euh, parce qu'en fin de compte, ce Covid, moi je l'ai vécu comme des grandes vacances, hein, et comme beaucoup de gens en France. Hein. Moi j'ai eu la chance de faire un truc privilégié, tu vois, où je vis, quoi. Il y a des gens qui malheureusement étaient enfermés avec leurs enfants dans des petits appartements, et puis bon. Mais sur le fond quand même, 90%, 95% des Français l'ont vécu comme un arrêt, profiter de sa famille et tout. Même s'il y a des gens qui risquaient leur vie tous les jours et qui travaillaient comme des fous, et on en parlera tout à l'heure. Mais sur le fond, sur le Covid, je pense que ce qui va arriver maintenant en crise économique va être très difficile. Parce que je vois les Air France, je vois Airbus, je vois les ventes de bagnoles. Et ça, il y a beaucoup de gens, beaucoup de familles qui vivent de ça. Voilà, donc ça, quelque part, ben, c'est difficile et compliqué. Et on va vers un monde. Les 6 mois qui vont venir vont être déterminantes. Et c'est là, ces 6 mois, où on va être capable je parlais de gentillesse, de bienveillance, d'empathie. Ben, c'est là, on va voir si on est capable de le faire, parce qu'il va falloir qu'on cède. Moi, je vois ma fondation, elle est fermée, 40 personnes au chômage, tout technique, avec pas de travail. Ma production, tous les tournages sont arrêtés. Tu vois, tout est arrêté. Hein. Donc, comment ça va repartir et comment on va le financer, tout ça, ben, on va le faire, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais ce qui vient de se passer là, bien sûr que tous les jours on égrenait le nombre de morts, et d'ailleurs ça te faisait réfléchir sur quel est le cadeau, la chose la plus précieuse que tu as dans ta vie, bah, c'est ta vie. Et la vie des gens que tu aimes, c'est rien d'autre que ça, tu vois. Il y a 74 ans, moi je peux y penser à ça, tu vois. Et bon, maintenant, on est en train de ressortir de ça, mais qu'est-ce qui va se passer, voilà. Commercialement, comment on va arriver à survivre avec ça? Parce que malheureusement, on est accro à la croissance. Il ne faut pas oublier que c'est la croissance
qui paye les routes, qui paye l'éducation, qui paye les hôpitaux. Alors moi je suis un décroissant, mais je sais très bien la puissance de la croissance de notre vie au quotidien. Sans croissance, le monde s'arrête un petit peu. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on doit avoir tous ensemble. Et je ne pense pas que c'est simplement le Covid qui va changer ça. Simplement, c'est la réflexion dans les moments difficiles qui vont arriver demain. Comment est-ce qu'on va s'en sortir, voilà. Le Dalai Lama, il est dans une autre planète que la nôtre. Excuse-moi. Il a une espèce de super intelligence, c'est parmi ces grands leaders, tu vois, comme le pape d'ailleurs, pareil. Ces gens qui sont un peu au-dessus et qui vous disent des choses, mais qui ne sont peut-être, voilà, qui ne sont, c'est une espèce d'ermite, tu vois, de grands saints supra-intelligents. Je ne sais pas si c'est trop élevé, je pense, pour la moyenne des gens, quoi, pour comprendre ça. Je pense que c'est trop haut, quoi, tu vois, c'est difficile. Il a raison sur tout. Hein, mais oui, mais en même temps, il y a aussi autre chose. Tu as beaucoup de penseurs formidables, c'est Edgar Morin, tu vois, c'est Gaël Giraud, c'est Jean Covici qui disent des trucs formidables, qui sont un peu espèce de futurologues. Mais aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'exemples concrets. Voilà, arrêter la viande, payer les produits des paysans. Il se suicide un paysan tous les 2 jours, alors qu'on n'est même pas capable de payer le lait au vrai prix. Quand on paye je viens de faire une tribune là-dessus, on paye le lait 30 centimes, alors que le lait il revient à 45 centimes. Parce que ces gens-là travaillent 70 heures par semaine, 7 jours sur 7, en perdant de l'argent tous les jours. Non, mais c'est pas normal, c'est scandaleux. Avec beaucoup d'autres choses, tu vois, on fait beaucoup plus de vélos. Quand tu penses que les villes aujourd'hui sont polluées, que tu peux même pas, qu'on ferme les villes à cause des particules, on a qu'à arrêter les bagnoles. Tu vois, on n'est pas capable d'avoir ces trucs radicaux. Alors, ce que le Dalai Lama, c'est formidable, mais c'est un peu trop, à mon avis. Et puis, il n'a pas de pouvoir de décision, surtout. Voilà. D'abord, être pessimiste, optimiste, je dis souvent, ça dépend comment j'ai dormi. Tu vois. Des jours où j'ai bien dormi, voilà. Et je suis optimiste. Mais je suis forcément pessimiste dans l'analyse de ce que je vois. Aujourd'hui, ne pas être pessimiste avec les chiffres sur la planète, excuse-moi, c'est d'être aveugle. C'est de ne pas regarder le monde les yeux ouverts. On a perdu 60% de la vie sur Terre en 40 ans. 60% du vivant en 40 ans. C'est dingue, c'est les chiffres du WWF. Le CO2, on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. On devrait émettre, dans l'accord de Paris, on devrait émettre 2 tonnes par Français. Aujourd'hui, on émet 12. 12 tonnes. Et on augmente. On pourrait se dire, on va aller doucement, on va réduire. On ne réduit pas du tout. Et en 2050, on devrait émettre 2 tonnes par Français. Et un vol à New York aller-retour, c'est 2 tonnes. Donc on vit dans un monde inconscient. Quand on signe des traités, on sait ce qui se passe. On vit dans un déni, on ne veut pas croire ce qu'on sait vraiment. Alors, et en même temps, je suis optimiste dans l'action. Parce que quand tu fais avec ma fondation, avec les bénévoles, je vois bien, il y a une espèce de mouvement qui se fait chez les jeunes, en parlant de Greta si tu veux, mais tu vois, il y a un côté radical chez eux qui est très respectable. Et moi, je suis en admiration devant Greta. Je suis vraiment en admiration devant cette fille qui, à 16 ans, moi, j'ai arrêté de prendre l'avion il y a 6 mois grâce à Greta. Moi, je me dis, cette fille de 16 ans me donne des leçons et elle a raison, quoi. Moi qui suis le vieil écolo, j'aurais dû le faire depuis longtemps. Je lisais dans l'avion l'autre jour son petit livre sur ce discours. Je me dis, mais attends, c'est ridicule. Et j'ai dit à ma co-réalisatrice, c'est la dernière fois que je prends l'avion. Voilà, j'arrête. Et en même temps, bon, j'ai pris tellement l'avion que je dois le faire avant tout le monde et j'ai pas de conseils à donner à personne, de culpabiliser personne, parce que c'est vraiment la première personne à culpabiliser, c'est moi. Je pense, toi, qu'on vit dans la banalité du mal. C'est-à-dire, c'est Hannah Arendt qui a dit ça, tu vois, au moment du projet d'Eichmann en Israël. C'est-à-dire qu'on vit dans le mal au quotidien. On mange de la viande, pas grave. On prend sa bagnole, c'est pas grave. On a fait un produit pas cher, on sait très bien, on ne sait pas qui l'a fait. Bon, on sait que le paysan ne peut pas vivre avec ça, mais c'est pas grave. On a cette banalité, on n'est pas mauvais. Mais on accepte cette banalité du mal pour faire des économies financières, faire plus de confort. On va acheter des trucs chez Amazon dont on n'a pas forcément besoin. Tu vois, et en fin de compte, dans le monde, il y a quoi? Il y a le bien et le mal, en fin de compte, pour être très simple. Toutes les religions sont basées là-dessus. Qu'est-ce que je fais de bien et qu'est-ce que je fais de mal? Eh bien, je trouve qu'on devrait apprendre aux enfants, apprendre dans les écoles et en famille, de travailler sur la banalité du bien. L'éthique, la morale, l'honnêteté, tu vois, ces choses extrêmement basiques, l'empathie envers les voisins, comment on peut aider les autres. Et on a tous ça en nous, tu vois, c'est pas personne l'a plus, il y a des gens qui l'ont un peu plus, mais on l'a tous en nous, ça, tu vois. Et cette banalité du bien, c'est ça les éco-gestes, en fin de compte.
tu vois. Et les éco-gestes, c'est pas d'éteindre son robinet. Excuse-moi, aujourd'hui, quand on se lave les dents, tu vois, c'est bien plus compliqué que ça, tu vois. C'est pas de trier ses déchets ou d'acheter bio. C'est bien de manger bio. D'ailleurs, manger bio, pourquoi? Parce que aujourd'hui, en France, on a perdu 80% des insectes volants. 80%. Et 30% des oiseaux à cause des pesticides. C'est fou, quoi. Et on continue à pas manger bio. Tu te demandes pourquoi, quoi. Avant, ici, là, il y avait des sauterelles partout. Avec mon grand-père, on ramassait des sauterelles pour pas les pêcher. Il n'y a plus de sauterelles dans mon jardin. Il y a 20 ans que je n'ai pas eu de sauterelles, moi, de toute façon, ici. Tu vois, il y a quelque chose qui se passe, donc manger bio. Donc, toi, les éco-gestes, il faut arrêter de demander aux gens qu'est-ce qu'il faut faire, parce que tout le monde sait très bien ce qu'il faut faire. C'est essayer d'émettre moins d'énergie fossile dans ta vie au quotidien, voilà, d'être plus responsable, voilà. De toute façon, c'est pas les politiques qui vont te faire changer, c'est toi-même, tu vois, on le sait bien. En fin de compte, je pense que on devrait être géré par des belles personnes. Tu vois, le Dalai Lama, tu vois, des gens qui soient des Mandela, des Gandhi, des gens qui ont une espèce, quoi, et qui nous dirigeraient, qu'on suivrait avec confiance. Le problème, c'est qu'on n'a pas confiance à des politiques. Et surtout, le politique, c'est l'opposé d'une chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il est en haut, il dirige. Si quelqu'un ne va pas, ben, il vire le type ou il dit ben, on va faire autre chose, discute. Le politique, il dépend de ses électeurs. C'est une pyramide inversée. L'entreprise, tu as un mec qui est en haut qui dirige. Le politique, c'est le contraire. C'est à l'envers. Le politique, lui, il dépend de ses électeurs. Donc, il va faire. C'est pour ça que les amendements au Sénat, on fait des rapports, tout le monde est d'accord. En fin de compte, on n'arrive plus à avancer. Il y a un manque de courage politique et puis surtout, il y a un manque d'union sacrée devant les problèmes difficiles où tout le monde, on travaille tous ensemble. Je ne crois pas que les politiques sont plus mauvais que les autres, pas du tout. Mais le système de la démocratie, de dépendre des électeurs pour être élu, c'est pas sain quelque part. Et je pense que chacun dans sa zone d'influence peut changer le monde. Toi, le politique le fait à sa façon, le cinéaste ou réalisateur comme moi le fait à sa façon, toi, en tant que journaliste, le fait à ta façon, le boulanger le fait à sa façon. Je pense que il ne faut pas trop attendre, et là on voit bien ce qui va se passer, de trop apprendre des autres, toi, pour avancer. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour aider? Comment on va s'en sortir? Je pense que la solution, elle est là. Ne pas dépendre entièrement, toujours de l'État pour nous sortir des emmerdes. Je pense que ça va être la grande... Je pense que ça va être la situation dans laquelle on va tous être, et l'État n'aura plus d'argent, comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, moi, je m'attends à des millions de chômeurs, toi. Et voilà, et est-ce qu'on aura l'argent pour les payer, ces chômages? Bien sûr que non, donc qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. D'abord, tu as l'égoïsme des nations. Les nations, en fin de compte, les Nations Unies, ce n'est qu'une réunion de copropriétaires, où tout le monde gueule. Tu as vu les réunions de copropriétaires, personne n'est d'accord sur la couleur du mur, comment refaire l'ascenseur, voilà, qui va payer le gardien. C'est un peu ça les Nations Unies, en fin de compte. Alors, c'est mieux que rien, mais sincèrement, on n'avance pas, quoi, tu vois. On ne peut pas avancer avec un monde où chacun tire la couverture à lui. On le voit bien sur les énergies fossiles, ce qui se passe en ce moment sur le pétrole, il y a, il y a un manque d'humanisme profond. En ce moment, tous les pays se sont refermés sur eux-mêmes. On a bien vu avec cette crise. Tous les Européens, nous d'abord, quoi. J'ai pas la solution, hein, je l'ai pas, hein, voilà. Mais je suis plutôt optimiste parce que je pense qu'on est d'une espèce intelligente. C'est pour ça qu'on a réussi à coloniser la Terre. Il n'y a plus que nous sur la Terre, il n'y a plus que l'homme. Aujourd'hui, je crois que la biomasse des vertébrés, écoute ce chiffre quand même, la biomasse des vertébrés sur Terre, c'est 98% l'homme et ses animaux domestiques. Tous les oiseaux, les renards, les animaux sauvages, les éléphants, les rats, les hérissons, ce n'est plus que 2%. Et on vit beaucoup plus vieux, on est beaucoup plus riche, tu vois, on vit plus la démocratie, on vit dans un pays qui est bien, on est tous beaucoup plus riches. Il y a beaucoup moins de gens qui ont faim. Avant, c'est une personne sur 3, maintenant c'est une personne sur 9. Mais malheureusement, on est en train de détruire, on est en train de consommer les réserves de la planète, quoi. C'est dingue. D'abord, moi, il se trouve que moi j'ai des écoles qui portent mon nom, donc je vais quelque part parler dans les écoles. Mais c'est très difficile de parler dans les écoles aujourd'hui, parce que tu parles de la fin d'un monde à des enfants, quoi. Tu vois, on te dit, mais c'est génial, tu vas parler aux enfants, tu fais des posters, mais il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Tu vois, c'est à nous de changer maintenant. Alors, on est complètement, on dit, ah, c'est les enfants de nouvelle génération, c'est eux qui veulent changer le monde. Mais merde, c'est à nous de changer le monde tout de suite. C'est à nous de le faire maintenant, tu vois. Et Greta,
Tu sais, elle a cette maladie qui fait qu'elle est Asperger, ce qui fait qu'elle. Et moi, je connais des gosses comme ça. Ils sont pas dans le. Rien n'est gris. C'est noir ou c'est blanc. Les énergies fossiles, c'est mauvais pour la planète. Les scientifiques parlent de la sixième extinction. Ben moi, j'arrête de dépenser l'énergie fossile. La viande, c'est pas bon. Ben j'arrête la viande. Elle a ce côté tellement radical qui est vachement bien, quoi. Tu vois, qui est. Ah, moi, je trouve ça formidable. Ah non, mais moi, j'adore cette fille. Et je pense qu'elle a réussi à créer un mouvement que personne n'avait fait avant. Personne n'avait réussi à mettre des milliers de jeunes dans la rue comme ça. Et c'est le début. Et il y a aussi une colère, tu vois, chez elle. Et ce qui est impressionnant chez elle, et c'est pour ça qu'elle est très touchante, c'est qu'elle souffre quand elle parle. Elle est très maladroite, bien sûr qu'elle est maladroite, mais elle souffre elle-même dans son corps. Et c'est ça qui fait qu'elle est devenue cette espèce d'icône, tu vois, extraordinaire. Et moi, je fais des... C'est vrai parce que moi, par exemple, tous les jeunes qui veulent m'interroger, des délégués de là, je le fais tous. Je le fais. Et je vois bien l'espèce de colère chez les jeunes en ce moment. Ils disent, madame, vous faites chier, vous savez ce qui est en train de se passer, et vous continuez. Alors, je ne sais pas eux ce qu'ils vont faire, mais si quelque part, je pense que ils ont une vision de l'avenir que nous, on n'a pas. En tout cas, que les gens, parce qu'ils sont pris dans leur système, ils sont pris dans le quotidien, payer mon crédit et tout le reste. Et ces jeunes, ils ont cette vision. Tu sais, on parle quand même de la sixième extinction. Tu as quand même 15 000 scientifiques. C'est pas un Allègre, c'est pas un scientifique tout seul, c'est 15 000 scientifiques. Et tous les scientifiques que tu rencontres sont tous inquiets. En tout cas, s'ils ne sont pas inquiets, les chiffres qu'ils donnent sont négatifs. Ils disent qu'à la fin du siècle, moi j'ai 74 ans, fin du siècle c'est dans 80 ans. C'est pas si longtemps que ça, toi. Eh bien, la Terre ne serait plus vivable. Ça veut dire que mes petits-enfants vivront à ce moment-là. Et ça ne va pas arriver d'un coup. C'est-à-dire que dans les années, tu vois, en 2060, on va se... Si les scientifiques ont raison, peut-être qu'ils se trompent. Mais en tout cas, on ne peut pas se permettre d'ignorer ça. Et je pense que Greta, elle n'est pas du tout fanatique. Si tu veux, il y a une espèce de... alors elle est assez attaquée, mais elle est attaquée par les gens qui n'ont pas compris. Qui n'ont pas compris qu'en ce moment, heureusement que tu as des gens comme ça. Mais est-ce que Gandhi n'était pas un fanatique à son époque? Est-ce que Mandela n'était pas un fanatique Je pense que pour se battre, voilà, il faut dire les choses franchement. Il ne faut pas avoir peur d'aller en prison. Faut pas, c'est pas par la violence. En tout cas, d'exprimer. Et je pense que elle est complètement dans l'air du temps, quoi, aujourd'hui. La révolution, on a besoin d'une vraie révolution. Cette révolution, elle ne sera pas politique, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. On a les politiques qu'on mérite, on a les politiques qui nous ressemblent, ils sont comme nous, ils n'ont pas forcément envie de... Et on manque de ces grands personnages, tu vois, ces leaders qui ont une espèce de hauteur. On parle des Mandela, des Gandhi, des gens comme ça qui sont... D'ailleurs, on voit bien, assez étonnant d'ailleurs que les pays qui sont dirigés par des femmes, Nouvelle-Zélande en ce moment, tu vois, la Belgique, l'Islande, ils ont une autre vision de la politique. C'est assez étonnant. Et il y a un peu un mouvement qui est en train de se faire en ce moment. On est tous, même Merkel, tu vois, tout le nombre de réfugiés qu'elle a invités sur son pays, qu'elle a reçus, c'est inouï ce qu'elle a fait. Et elle la met d'ailleurs en danger. Mais tu vois, il y a un côté. Bon, on n'a pas les politiques qu'on mérite. Voilà, on en a les politiques qu'on mérite. Et la révolution, elle passera pas par les politiques. Elle ne sera pas scientifique parce que on croit toujours qu'il y a de l'espoir, qu'on va trouver des machines pour remplacer le pétrole, mais il n'y aura jamais assez de panneaux solaires, d'éoliennes pour remplacer les 110 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours. 110 millions. Et elle ne sera pas non plus économique parce que tous les gens qui sont les banques, ils veulent que de la croissance. Voilà, pour les actionnaires, pour vivre, pour continuer de pouvoir consommer plus, puisque soi-disant la consommation c'est le bonheur. Voilà, donc elle sera en effet spirituelle. Un jour, en rentrant de Brazzaville, on cherchait de l'argent parce qu'on veut construire un orphelinat pour d'autistes. Les autistes en Brazzaville, ils sont dans la rue, personne s'en occupe. T'as une bonne sœur incroyable qui les reçoit, qui leur parle, qui les embrasse. Elle s'appelle la sœur Ida, c'est un peu mes idoles. Alors, moi, je ne suis pas du tout religieux, mais c'est drôle que je m'aperçois que les gens que j'admire le plus, c'est des religieuses. Et je me dis, tiens, tu sais, le pape a fait une encyclique formidable. Laudato Si, l'encyclique, d'état des lieux, une espèce de, je sais pas comment on appelle ça, une espèce de rapport qui est assez important. Il y en a un tous les 4 ans sur l'écologie, qui s'appelle ma maison, quoi, sur ma maison. Et donc, je me suis dit, pourquoi je publierais pas ce texte avec mes photos. Et donc, on a fait ce livre. Et donc, je suis rentré dans un circuit
toi, des gens proches du pape, à qui j'ai demandé qu'ils me donnent les droits d'auteur, parce qu'il faut que je négocie avec le Vatican pour avoir les droits d'auteur. Moi, je donnais mes droits d'auteur, mais avec le pape aussi, il me donne les droits d'auteur. Au début, il les refusait. Alors je dis, mais c'est dégueulasse. Moi, je donne mes droits d'auteur et le pape n'a pas donné les siens. Alors du coup, ils ont rigolé, ils m'ont dit oui. Et puis un jour, on m'a demandé de faire une vidéo pour le pape sur les océans. Alors on m'avait envoyé une vidéo du pape qui est derrière un bureau, d'une tristounette, à même pas idée, qui parlait des océans. Et je leur dis, écoutez, sincèrement, c'est trop moche. Moi, je veux bien le faire, mettre des images dessus. La seule condition, c'est que je fasse moi-même l'interview du pape. On dit, c'est pas possible, il ne fait pas d'interview, il est comme la reine d'Angleterre. Bon. Je dis, bon, d'accord, dans ce cas-là, on laisse tomber. Puis après, il m'a appelé 15 jours après, il me dit, le pape vous attend. Je dis, bah, c'est génial. Donc, on est parti à trois, avec un réalisateur et mon associé, et moi, et puis un cadreur. Et on est arrivé au Vatican. Et le soir, c'est génial, on arrive le soir au Vatican à 8h, 7-8h. Et on visite le Vatican tout seul, avec des interprètes. Alors, on visite tout le Vatican, t'imagines, tout seul, tu vois, vide. C'était au mois de juillet, c'était les vacances. Et le matin, alors on trouve un endroit, on met une chaise, un peu comme vous vouliez faire tout à l'heure, tu vois, dans les arbres. Et le pape arrive, super sympa. Il arrive avec un grand sourire, il dit bonjour, comment je vous appelle Monseigneur, il me dit appelez-moi Père François, ça va très bien. Il s'assoit et très chaleureux. Tu vois, on lui mettait les micros, il n'était pas comme moi qui râlait tout à l'heure, il se laisse faire avec un sourire, on blaguait et tout. Et il lit son texte. Il y a eu un énorme prompteur, c'était une énorme feuille de papier gigantesque que tenait un prêtre comme ça, avec tout écrit en gros son texte. On avait changé des trucs dedans, donc c'était compliqué parce qu'il fallait qu'il vérifie les scientifiques et tout, quand ça a été accepté. Et à un moment, je dis au pape, Père François, là il n'y a pas d'énergie. Là, il faut vraiment que vous donniez tout ce que vous avez. Vous allez par des millions de personnes. C'est très important. S'il vous plaît, plus d'énergie, Père François. Elle est à côté de moi, il me dit, Monsieur Artus Bertrand, vous parlez au pape. Et alors le pape, il dit, mais c'est pas grave. Et il a fait son truc, et c'est vachement allé. J'ai vu qu'on avait gagné un prix, il n'y a pas dernièrement, de meilleure vidéo religieuse, je sais pas quoi. Et après, il voulait nous donner des chapelets. Alors quelqu'un est parti les chercher. On est resté discuter 1 heure avec lui. Alors je lui ai parlé du bio. Je dis, comment ça fait qu'au Vatican, vous ne mangez pas tous bio? C'est pas grave. Alors j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi vous mangez de la viande industrielle? Parce que la veille, on avait mangé, c'est les jésuites, de la charcuterie dégueulasse. Je dis, écoutez, sincèrement, vous êtes le pays. L'Italie, c'est quand même le pays de la slow food, il y a des trucs magnifiques. Je dis, vous êtes venu avec une vieille voiture diesel, parce qu'il avait une voiture. Vous pouvez diesel, vous venez avec une voiture de golf, un truc électrique au Vatican. Alors il a pris des notes, c'est assez incroyable, tu vois. C'est pour moi qui ai fait changer la vie du Vatican. Mais j'ai trouvé chez lui une espèce d'empathie naturelle extraordinaire. Voilà. Et on est sorti de là en disant, putain, il y a des gens comme ça qui... et je vous conseille de voir le film Les Deux Papes sur Netflix. C'est et c'est vraiment génial, parce qu'on voit bien ces deux papes entre eux. Alors, bon, voilà. Non, lui, il ne se souvient plus de moi, mais moi, je me souviendrai de ce que j'ai fait avec lui toute ma vie, parce que vraiment, ça m'a impressionné. Voilà. D'abord, tu sais, c'est le Dalai Lama qui dit ça. Et ça, c'est un mot que j'ai souvent. Il dit d'une façon très juste, si tu ne penses pas tous les jours à la mort, tu n'as pas vraiment vécu. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on va tous mourir. Tous. Et donc, quelque part, il faut s'y préparer, sinon ça va être épouvantable quand tu vas quitter ce monde incroyable, merveilleux, pour aller dans un monde inconnu, surtout quand tu ne crois pas en Dieu, tu vois. Et en fin de compte, moi, je pense beaucoup à la mort en ce moment. J'ai pas peur, moi, en fin de compte. J'ai peur, mais je sais que ça va s'arrêter. Peut-être que travailler dans l'écologie, de parler au quotidien de la mort de la civilisation, de la sixième extinction, ça te fait réfléchir. Et on avait fait je me souviens, une interview dans 6 milliards d'autres qui était en gros, tous ces projets, le film Woman, dont on parlait tout à l'heure, Human ou 6 milliards d'autres, ça vient d'une rencontre que j'avais faite dans un petit village en Afrique, au Mali. Je tombé en panne d'hélicoptère et j'étais resté 3 jours dans un petit village à parler avec les gens. Et les gens, ils m'avaient complètement reçu chez eux, raconter leur vie. Tu vois. C'est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Les gens qui ne vendent rien, les gens qui travaillent au quotidien, tous les jours, la terre, tu vois, pour nourrir leurs enfants. Qui ne possèdent rien. Ils avaient un petit coffre avec un Coran, de bijoux, tu vois. Vraiment rien du tout. Des bijoux en cuivre, touareg. Et c'est au nord du Mali, toi, cette région un petit peu près de Gao, des régions où on ne peut plus aller maintenant à cause des terrorismes. Et ils m'ont dit plein de choses. Ils m'ont dit, par exemple, la peur d'être malade. Quand tu es agriculteur, c'est quand tu es malade, tu ne peux plus travailler. Et quand tu peux travailler, tu ne peux plus nourrir ta famille. Pourquoi tu fais des enfants?
fais des enfants pour avoir des bras, parce que si tu fais beaucoup d'enfants, et plus tu fais d'enfants, plus tu es riche, puisque tu as des gens pour t'aider, pour travailler, toi. La peur de l'éducation, la peur de la météo, tout ça, je le savais déjà. Mais il me l'avait dit en me regardant droit dans les yeux. Et en partant, gens que j'ai jamais revus parce qu'il n'y avait pas de GPS, je ne savais pas où ils étaient, tu vois, j'avais pas d'adresse. Et je m'étais peut-être pas aperçu tout de suite quelle est l'importance de ça. Et après, en repartant et en volant, je me dis, mais ce qu'ils m'ont dit, ça m'a rendu beaucoup moins con. Ça m'a rendu plus malin. J'ai compris des choses que je savais. Bien sûr que je sais la pauvreté, bien sûr que je sais la mauvaise météo, bien sûr que je sais les famines. Mais quand quelqu'un te le dit droit dans les yeux, bah, ça te perce le cœur. Toi, ça te rentre à l'intérieur, dans ton subconscient, et c'est là à vie. Et je me suis dit, dans mon travail, il manque cette parole des gens, tu vois, qu'on interroge, à qui on pose des questions intimes sur le sens de la vie. Et donc, j'avais décidé de faire ce travail qui s'appelait 6 milliards d'autres, et j'ai envoyé 6 jeunes, avec des petites caméras, filmer autour du monde, parler du bonheur, du sens de la vie, tu vois, la religion, l'argent, tout ça. Voilà. Et on a fait cette exposition 6 milliards d'autres. Et dans ce projet, il y a une dame qui, à la fin de l'interview, on ne l'a pas gardée parce qu'elle ne le disait pas bien et la façon dont elle le parlait n'était pas très bien filmée. C'était un peu au début, on était un peu amateur. Mais à un moment, elle dit, on lui demande quel est votre plus grand rêve. C'est une dame en Madagascar qui ne parle pas français, qui ne sait pas lire, tu vois, qui ne sait pas écrire. Vraiment des gens qui sont très proches de la nature au quotidien, tu vois, qui ont beaucoup d'enfants, ils savent ce que c'est que cette vie difficile, tu vois, dans la nature. Et moi, je suis très attaché à ces gens-là parce qu'ils t'apprennent énormément de choses. Et, euh, et à un moment, on lui dit quel est votre plus grand rêve. Alors elle réfléchit, elle parle un peu de la maladie, de la météo. Je lui dis mais plus que ça. Et elle me dit un truc formidable. Elle se réfléchit, et avec un grand sourire, elle me regarde droit dans la caméra, et elle dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Et si tu veux, c'est une chose à laquelle je pense tous les jours. Parce que on va tous mourir un jour. Et d'accepter ta mort, c'est quand même plus facile que de la combattre. Sinon, tu vas mourir, toi, frustré, d'accepter que ta vie est finie. Et pour accepter que ta vie soit finie, faut que tu fasses une belle vie, quoi. Il faut que tu donnes du sens à ta vie. Parce que ta vie, elle n'a aucun sens. C'est toi qui décides de donner du sens à ta vie. Et je pense que c'est un Graal sûrement impossible de mourir avec le sourire. C'est un truc qui va accepter sa mort. Mais en même temps, et moi, j'ai ma vieille tante qui a 102 ans, tu vois, qui est dans une retraite. Mais je vois bien, elle a toujours vécu, elle a toujours aidé les autres, elle a toujours quelqu'un qui est très généreux. Elle est prête à mourir, elle n'a pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que sa vie a été un exemple, elle a fait ce qu'elle avait envie, elle a donné beaucoup aux autres. Et je pense que de donner, de partager, t'aide à vivre mieux, tu vois, et donc t'aide à mourir. Alors, je suis pas quelqu'un qui pense tous les jours, tu vois. Mais tu vois, dans mon bureau, là, dans ma bibliothèque, on m'a donné un cercueil en carton. Des gens qui font des cercueils écolo, je le gardais chez moi. Et mes petits-enfants ont dessiné dessus, et c'est mon cercueil. Et ça ne me gêne pas du tout, tu vois. Je suis pas. Je me dis, mais c'est affreux, ton cercueil. Mais pas du tout, au contraire. Je veux dire, c'est pas ridicule de penser à ta mort au quotidien. J'ai pas du tout envie de mourir, hein, pas du tout. Mais d'y penser. Et ça me permet aussi peut-être de faire une vie meilleure, quoi. Parce que réussir sa vie professionnelle, je pense que tout le monde peut le faire avec un peu de chance, tu vois. Mais réussir sa vie d'homme, c'est un peu plus compliqué, quoi, tu vois. Et voilà, il faut essayer. En faisant Human, on s'est bien aperçu qu'on avait un truc qu'on n'avait pas traité. En tout cas, on cherche toujours à faire d'autres films, à trouver des idées. Et je pense qu'on n'avait pas vraiment travaillé sur qu'est-ce que c'est d'être une femme dans ce monde d'hommes. Alors moi, j'étais basé sur un truc sur l'injustice, tu vois. Pourquoi toute grande partie des illettrés sont des femmes à 80%. Pourquoi les gens les plus pauvres du monde sont des femmes. Pourquoi les femmes font, toi, tout 50% du travail du monde et elles ne possèdent que 50% que 2% des propriétés du monde. Tu vois. Dans le fond, oui, elles font, je répète, elles font 50% du travail du monde et ne possèdent que 2% des propriétés du monde. Il y a beaucoup d'injustices. Et je pense que les femmes sont meilleures que les hommes, quoi, quelque part. Il y a d'ailleurs un exemple, la preuve, c'est que dans les prisons françaises, il n'y a que 2% de femmes. Ça veut dire quelque chose, toi. Et tout ça fait qu'on a fait un film. Et j'ai travaillé avec Anastasia, qui est une journaliste formidable, qui elle m'a dit, toi, tu es dans la justice, dans les chiffres. Moi, je vais plutôt parler des épreuves que les femmes ont passées dans leur vie, tu vois, de la sexualité, des règles, des choses dont moi, j'avais pas forcément envie de parler. Et après, c'est ce mélange des deux qui a fait un film intéressant. Et on a fait 2000 interviews de ce film. Et malheureusement,
On a pu faire qu'un film de 2 heures. Et moi, j'aurais fait un film de 10 heures parce que ce qu'on avait, ce que nous dit les femmes était c'est extraordinaire. Et malheureusement, le film est sorti en plein Covid, donc il s'est arrêté alors qu'il marchait très bien la première semaine. Mais là, on va le lancer en VOD. Voilà. En VOD, j'aimerais que ça marche. Moi, je fais aussi partie de cette génération un peu comment je dirais, de vieux machos un peu. Tu vois, moi, j'étais élevé dans une famille de 7 enfants avec mon père qui dirigeait tout. Ma mère n'avait pas vraiment le droit à la parole, tu vois. Et je me demande si j'ai pas reproduit un petit peu ça dans en subconscient, tu vois. Ma mère, par exemple, elle a voté que dans les années 60, elle a un carnet de chèques dans les années 60, tu vois. Et sans doute, et je le reconnais avec humilité, hein, et pas d'ailleurs avec fierté, hein, j'ai peut-être pas assez respecté les femmes de ma vie, en tout cas, je pense que je l'ai fait, mais voilà, ça m'a vraiment, tu vois, et certainement que je regarde aujourd'hui les femmes autour de moi, c'est plus compliqué d'être une femme que d'être un homme. Il y a beaucoup plus d'épreuves à passer. Tu vois, c'est plus difficile. C'est pas le côté du salaire égal, c'est plus que ça, quoi. Les femmes ont une autre ambition de vie que les hommes, j'ai l'impression. Et je vais te dire, par exemple, tu vois, tu as un enfant handicapé, ben 80% des familles d'enfants handicapés, c'est des femmes toutes seules, 80%. Ça veut dire quelque chose. Les femmes, elles n'abandonnent pas. Et dans le film, il y a une interview formidable d'une fille qui explique qu'elle a un enfant autiste, qu'il ne l'embrasse pas, qu'il ne regarde jamais, qu'il ne le câline pas, et pourtant elle l'aime comme une folle. Si tu veux, il y a un côté sacrifice. Alors, peut-être que les femmes ne vont pas aimer ça, les féministes, mais moi j'ai beaucoup d'admiration pour ça, quoi. Et d'ailleurs, toutes les grandes héroïnes de l'environnement sont des femmes. Jane Goodall, Carlson qui a fait le DTT il y a très longtemps, dans les années 60 aux États-Unis. Jane Goodall, Diane Fossey, jusqu'à Greta, c'est des femmes. Il y a quelque chose d'intéressant à creuser là-dedans. Voilà. Donc je regarde les femmes d'une façon différente aujourd'hui. J'essaye en tout cas. La première femme, pour le faire bref, qui commence le film et qui dit c'est une femme en fin de compte qui a été mexicaine, violée par son grand-père. Je te le fais bref, hein, violée par son grand-père. Elle part au Japon faire des photos. Elle est emprisonnée par la mafia japonaise. Elle est esclave sexuelle pendant 5 ou 6 ans au Japon, sans parler le japonais. Bon, elle arrive à s'en sortir. Elle arrive au Canada. Il y a un de ses clients au Japon qui l'emmène, qui l'épouse. Elle repart au Canada et elle est enceinte. Et elle s'aperçoit que son fils a les mêmes maladies que son grand-père qui était aveugle, qu'il avait abusé d'elle. Et donc elle se met à boire. Et un jour, elle dit, mais je ne peux pas continuer à boire chez quelqu'un en charge dans ma vie. Tu vois, le fait d'avoir un enfant, ça l'a changé. Et elle se met à courir et elle devient une des plus grandes marathoniennes au monde. Au monde. Et elle ne raconte pas ce qui lui est arrivé. Elle ne veut pas en raconter. Puis un jour, contre sa famille mexicaine, contre son mari, elle raconte. Elle est sur la scène, elle dit ce qu'il y a. Et ça m'a beaucoup impressionné qu'elle raconte que ce qui a été le plus dur dans sa vie, c'est pas ce qu'elle a vécu, c'est d'aller sur une scène et d'expliquer son viol à sa famille, d'expliquer ce qui lui était arrivé. Et comme quoi les femmes ont honte de ces choses-là, alors qu'elles devraient au contraire se battre. Et ça m'a beaucoup marqué. Et j'avais peut-être pas compris ça, que quand tu as été violée, ben, tu as honte de le dire. Tu vois. Et je pense qu'un jour, dans une projection de presse, il y a une femme une projection publique à Rennes, il y a une femme qui s'est levée, qui a dit devant tout le monde, aujourd'hui, je vais en parler, tu vois, je suis ému, qui s'est levé et qui a dit mais moi j'ai été violé, je ne l'ai jamais dit à personne. Et mon fils, que tu vas peut-être voir tout à l'heure, qui travaille dans le studio avec sa famille, est en train d'écrire le scénario de cette femme. En même temps, tu as cette femme aussi qui raconte qui est la femme de Jean-Christophe Victor, tu sais, le mec qui faisait le dessous des cartes, et qui dit que depuis que son mari est mort, elle se trouve moche. Elle se trouve laide parce qu'elle se voyait belle qu'à travers le regard de son mari et que sa vie n'a plus aucun sens. Et c'est très juste ça, tu vois, c'est très... Mais si tu veux, et ces femmes violées au Congo, tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'il y ait plus... Les femmes yézidis vendues contre un paquet de cigarettes. Tu entends ça, et c'est pas, en plus, c'est un film qui est drôle de temps en temps. C'est pas un film qui est simplement triste, tu vois. Mais il y a un moment où tu dis, mais comment est-ce que... Et je pense que tu vois, alors tu vois ça, je pense que les hommes sont capables de faire ça. Je pense que, alors, ma co-réalisatrice n'est pas d'accord avec moi, mais je pense que le mal est beaucoup plus du côté des hommes que des femmes. Je ne vois pas des femmes violentes. Tu as vu, je ne sais pas si tu te souviens dans le film, une fille de 10 ans qui est violée, quoi.
devant des femmes qui sont en bas. Il y a un type qui arrive, prend une petite fillette de 10 ans et il la viole au premier étage devant toutes les femmes qui pleurent en bas. Je ne pense pas que les hommes seraient capables de faire ça. Les femmes seraient capables de faire ça. Il y a une espèce de violence, la guerre, tu vois, tout ça, qui les rend fous, quoi. En tout cas, cette interview de cette femme yézidi m'a marqué. D'où, et je pense, tu vois, ce qui est terrible, c'est que ce violeur, c'est moi aussi, quelque part, tu vois, c'est les hommes. On a tous, je pense qu'on tous en nous cet instinct épouvantable d'être capable de le faire à un moment. On peut dire non, c'est pas moi, c'est pas vrai, mais quand tu vois ce qui s'est passé dans la dernière guerre, dans les camps de concentration, ce qui s'est passé, des dizaines de milliers de personnes ont été impliquées là-dedans. Il n'y avait pas que des salauds, tu vois. On est capable de faire des choses de temps en temps dans le mal, épouvantable. Et quand tu es rentré là-dedans, tu as du mal à en sortir. Et dans le film Human, par exemple, où tu as un soldat américain qui raconte le plaisir qu'il a de tuer, tu vois, et qui explique d'ailleurs qu'aux États-Unis, il y a plus de soldats qui sont morts en se suicidant, en rentrant, que sur le combat. T'imagines ça, hein? Ça veut dire que quand tu tues quelqu'un, bah, t'es plus jamais le même de ta vie, tu vois. Et qui raconte le plaisir qu'il a eu de tuer. Ben voilà, c'est des choses qu'il faut. C'est ça un peu la force de ces interviews, de ces films, dans Woman, que c'est pas des interviews où, tu vois, c'est un peu comme ici. Moi, je parle pas de ma vie, mais je parle en tout général. Où tu parles de ta vie intime, un peu comme chez un psy, tu en parles pendant des heures. Et si tu veux, tu dis des choses à un moment que tu n'as jamais dit à personne. Et au moment où tu ne parles plus pour la caméra, tu parles pour toi. Voilà, et ça te libère de quelque chose. Et c'est ça la force de ces films.